Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler des actions subies par un dipôle dans un champ extérieur. Tu sais que si tu mets des molécules d'eau dans un four micro-ondes, en fait, les aliments vont se réchauffer au travers de l'eau justement qui est contenue dans ces aliments et qui va subir des retournements successifs sous l'effet d'un champ électrique extérieur. Et comme on a vu que les molécules d'eau se comportent comme des dipôles électriques, des dipôles électrostatiques, eh bien c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà par exemple une application concrète du fait de connaître le comportement d'un dipôle dans un champ extérieur. Alors il n'y aura pas grand chose à retenir de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler d'un dipôle plongé dans un champ extérieur constant et uniforme. On va voir que l'effet principal de ce champ, c'est que le dipôle va avoir tendance à s'aligner parallèlement au champ et dans le même sens pour une position d'équilibre stable, et que l'effet du champ extérieur va être de le faire tourner donc pour se mettre dans cette position. Dans un deuxième temps, on va voir ce qui se passe quand le dipôle est plongé dans un champ extérieur qui n'est pas uniforme. Et là, on va voir que grosso modo, au niveau de l'alignement du dipôle, c'est la même chose. Il va s'aligner dans le sens du champ, mais en plus, comme le champ n'est pas uniforme, il va y avoir un effet de dérive et le dipôle va être attiré vers les zones de champ intenses. Donc ce sont ces effets-là qu'on va voir. On va parler de couple, de moment donc, de résultante de force. On va parler d'énergie potentielle de ce dipôle plongé dans un champ extérieur. Alors, j'ai ici donc, première étape, on va parler donc du dipôle plongé dans ce champ extérieur. Je l'ai représenté par un doublet de charge, donc N, le barycentre des charges négatives de charge moins Q, P de charge plus Q, dans ce champ extérieur E0. Donc pour bien comprendre l'effet résultante et moment, il suffit de regarder les forces qui s'exercent sur la charge positive, sur la charge négative. Donc la force électrique, c'est Q fois le champ électrique. Donc on voit qu'on a ce qu'on appelle un couple de forces, c'est-à-dire en fait le système le plus simple de forces dont la résultante est nulle. Quand on additionne ces deux forces, on voit que la résultante est nulle. Donc ça veut dire que si on appliquait le théorème du centre d'inertie à ces deux charges, le champ serait incapable de déplacer globalement le centre de gravité du dipôle, mais par contre, on voit bien cet effet de rotation. Alors cet effet de rotation, on ne peut pas le caractériser par la force totale puisqu'elle est nulle, mais on peut la caractériser par son moment, qu'on appelle aussi parfois un couple. Donc la somme des moments, on va calculer le moment en eau, et en fait quand on a une résultante nulle sur un système de points, alors ça c'est des propriétés générales des torseurs dont l'étude n'est pas notre programme, mais le moment total sur sur ce système de points, en fait on peut montrer que le couple ne dépend pas du point auquel on le calcule, et c'est ce qu'on va constater ici expérimentalement. Donc on va le calculer le plus logiquement par rapport au centre du dipôle. Donc OP vectoriel QE0, donc ça c'est la définition du moment d'une force, hein, OP vectoriel F, P le point d'application, plus ON vectoriel moins QE0, et donc on voit que par une relation de Schall, alors le moins là je vais en profiter pour changer le sens, donc ça va faire NO plus OP dans la parenthèse après une mise en facteur, et donc QNP vectoriel E0, donc le produit vectoriel, et donc on a cette petite formule très utile, gamma est égal à P vectoriel E0. Voilà encore une raison intéressante pour laquelle on a défini ce moment dipolaire Q fois le vecteur NP. Donc ça c'est le moment, le couple d'un dipôle plongé dans un champ extérieur E0. Et on voit tout de suite que donc, ce moment, ce couple qui ne dépend pas du point appliqué, puisque finalement O a disparu dans la relation de Schall, eh bien il a tendance à aligner le moment dipolaire avec le champ électrique. Hein, on le voit, hein, parce que tu sais que les histoires de moments, c'est un peu toujours des histoires de force et de ficelle. Hein, si tu tires comme avec cette force, comme avec une ficelle, et puis de l'autre côté, tu vois bien que P va avoir tendance à se mettre parallèlement à E0. C'est l'effet de ce couple. Et il est nul quand le produit vectoriel est nul, et le produit vectoriel est nul quand les deux vecteurs sont soit alignés de même sens, soit alignés de sens contraire. Donc ça, on va voir tout à l'heure que c'est une position d'équilibre instable. Donc voilà, l'effet de ce couple, c'est un alignement du moment dipolaire avec le champ électrique extérieur. Premier résultat important à retenir, et la résultante des forces est nulle. Alors on peut également calculer l'énergie potentielle du dipôle plongé dans le champ extérieur uniforme. Et pour ça, donc on peut calculer
L'énergie potentielle, donc c'est la somme des énergies potentielles. Donc ne confonds pas le potentiel électrostatique qui est en volts, c'est V, et l'énergie potentielle qui est en joules, qui est Q fois V. Donc c'est Q fois le potentiel du champ en P. Donc là, on prend un cas quelconque où même cette formule, elle est généralisable à une situation où le champ n'est pas uniforme. Q fois V en P moins Q fois V en N. Alors là, il y a une petite manip un petit peu délicate. C'est la généralisation d'un développement de Taylor pour un champ scalaire. Ici, c'est à 3 variables. Donc, tu connais la formule de Taylor. Hein. F de x0 plus h environ égal à f de x0 plus donc f' en x0 donc fois h plus etc. Donc là, je la limite à l'ordre 1. Eh bien, quand on a une fonction de 3 variables, parce que le potentiel ici, c'est une fonction de 3 variables x, y et z, on a une formule qui ressemble énormément. Donc V en P, donc P c'est un peu l'équivalent de x0 plus h, c'est-à-dire un point qui est proche de O. On suppose que ce dipôle est de faible extension. Donc c'est environ égal à V en O, donc V en O il joue le rôle de f de x0, plus, donc là c'est un petit peu plus compliqué, donc le terme d'ordre 1, donc, ce qui va jouer le rôle de f' de x0, en fait, c'est le gradient, et c'est un produit scalaire, donc avec le déplacement entre O et P, de la même manière que h, c'était l'écart entre x0 plus h et x0. Donc, tu vois, il faut vraiment que tu mettes ces petites formules-là en parallèle. Donc, voilà comment on peut développer, alors c'est écrit de façon vectorielle, de façon intrinsèque, de façon très compacte, ce développement limité à l'ordre 1 pour le potentiel. Alors ici, peut-être pour que tu vois mieux l'utilisation du gradient et la notion avec la différentielle, donc V en P moins V en O, c'est environ la différentielle, la petite variation à partir du moment où P est proche de O. Donc tu connais la définition d'une différentielle, c'est dx dv sur dx plus dy dv sur dy plus dz dv sur dz. Et tu vois que tu peux mettre ça comme un produit scalaire de gradient V avec un déplacement élémentaire dl dont les coordonnées seraient dx, dy, dz. Donc c'est exactement ce qui est écrit ici, tu vois, avec dl qu'on va assimiler à OP. Donc c'est un calcul à l'ordre 1 dans la mesure où OP est petit. Donc on va prendre ce développement limité à l'ordre 1 de cette fonction de 3 variables et on va le réinjecter dans la définition de l'énergie potentielle. Pour là aussi s'apercevoir qu'on peut mettre en facteur le gradient de V. Alors ce gradient V, il est calculé en O, hein, de la même manière que dans la formule de Taylor, la dérivée, elle est calculée en x0. Et en fait, le gradient V, c'est le champ au centre du dipôle. Et donc on reconnaît encore ici le moment dipolaire, QNP. Et donc on voit encore apparaître ce moment dipolaire. Donc on va avoir le produit scalaire moins P scalaire E, c'est-à-dire moins PE en O, cosinus θ. Hein, donc si on suppose que voilà, on a un angle θ entre le moment dipolaire et le champ extérieur. Donc voilà l'énergie potentielle d'un moment dipolaire plongé dans un champ extérieur. Donc il varie pas trop rapidement dans l'espace, hein, puisqu'on voit que sous-entendu, on a un développement à l'ordre 1 qui est dans ce calcul. Donc on pourrait dessiner cette énergie potentielle en fonction de θ. Donc on a moins cosinus, hein, donc on aura une courbe comme ça. Donc 0, pi, moins pi. Alors évidemment c'est modulo 2pi, donc modulo 2pi, physiquement, θ représente les mêmes positions. Donc on voit qu'on a un minimum d'énergie potentielle quand θ vaut 0 modulo 2pi, donc le moment dipolaire est aligné avec le champ électrostatique, donc ça c'est une position d'équilibre stable, hein, c'est un minimum d'énergie potentielle. Et puis au contraire, donc quand θ vaut pi, plus ou moins pi, donc modulo 2pi, P et E sont en sens contraire. Alors c'est aussi une position d'équilibre, mais c'est une position d'équilibre instable, et donc c'est un maximum d'énergie potentielle, et on retrouve le fait que donc, ces deux positions d'équilibre correspondent à une expression du moment du couple exercé par le champ électrique extérieur sur le moment dipolaire qui est nul, et donc voilà, on voit que c'est tout à fait cohérent avec l'expression de l'énergie potentielle du dipôle plongé dans ce champ extérieur. Alors,
On va attaquer tout de suite ce qui se passe et regarder ce qui se passe quand le champ électrique extérieur, cette fois-ci, n'est pas uniforme dans l'espace. Donc on va voir qu'on a encore cet effet d'alignement du dipôle avec le champ, mais qu'en plus on a un effet de dérive si le dipôle peut se déplacer dans le milieu vers les zones de champ intense. On va expliquer ça tout de suite. Alors regardons maintenant ce qui va se passer quand le moment dipolaire est plongé dans un champ électrique extérieur qui n'est plus uniforme. C'est un petit peu plus délicat mathématiquement parlant, mais on va voir que voilà, en gros, il y a des choses en commun avec le cas du champ uniforme. Donc, ce que j'ai commencé par faire ici, c'est à imaginer qu'on a un dipôle, que je représente toujours, je reviens au modèle du doublet de charge, donc avec un centre O, une charge négative moins Q, une charge positive plus Q. Et le champ électrique en P n'est pas identique au champ électrique en O, donc le champ extérieur est inhomogène, donc on peut dessiner à peu près n'importe quelle configuration. Voilà, donc on peut imaginer que là on a une force extérieure Q E en P, qui par exemple est plus grande, pourquoi pas, que moins Q E en N. Alors on va voir que le premier effet de ce champ extérieur, c'est comme dans un champ uniforme, c'est d'aligner le moment dipolaire avec le champ extérieur. Donc ça va être un effet lié donc à ce couple, à ce moment, et on va voir que l'expression de ce moment à l'ordre le plus bas ne change pas par rapport à l'expression dans un champ uniforme extérieur. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un développement de la composante selon X du champ électrique. Alors là, il y a une petite difficulté parce qu'on ne peut pas développer directement le champ vectoriel E qui a comme coordonnées EX, EY, EZ, un champ vectoriel, c'est donc la donnée de 3 champs scalaires. Pour pouvoir utiliser la même formule que tout à l'heure dans le potentiel, il faut projeter le champ électrique sur ces 3 composantes, sur ces 3 axes X, Y et Z ici. Donc le champ selon X au point P, donc c'est la formule de Taylor à l'ordre 1 pour les fonctions de 3 variables, mais écrite de façon très compacte comme on a vu tout à l'heure. C'est environ le champ en O, le centre du dipôle, plus OP gradient appliqué à la composante EX calculée donc en O, et pareil donc pour le champ en N. Et quand on reporte donc ça dans la même définition que le moment que tout à l'heure, eh bien on s'aperçoit qu'à l'ordre le plus bas, ce sont les composantes en eau qui vont rester, et que ça c'est un terme correctif, ça ne va pas se compenser mais ça va rester. Donc on va pouvoir négliger les termes d'ordre 1, et finalement mettre en facteur ce champ en eau, ici, et donc sur les 3 axes X, Y et Z, et donc reconstituer ce moment dipolaire. Donc on a la même expression à l'ordre 0, c'est le même couple que pour un champ uniforme. Donc ce couple va avoir tendance à aligner, il sera nul quand P et E seront de même sens, seront collinéaires et aussi donc alignés. Donc on a une position d'équilibre stable, une position d'équilibre instable. Tout à l'heure, l'expression de l'énergie potentielle, elle reste vraie en fait dans un champ inhomogène. Le calcul que j'ai fait tout à l'heure, évidemment, reste vrai dans un champ inhomogène. Alors une fois que le dipôle est aligné avec le champ, donc avec les lignes de champ, ici j'ai fait un dessin très classique d'un tube de champ, donc un tube de champ dans le vide. Alors on peut voir ça par analogie avec par exemple la mécanique des fluides ou même la magnétostatique. Quand le tube de champ se resserre, donc dans une zone vide de charge, eh bien on a divergence de E qui vaut 0. Normalement c'est ρ sur epsilon 0, mais ρ est nul, on est dans le vide. Donc on a conservation du flux du champ électrique à travers toute section droite d'un tube de champ. Donc un tube de champ, c'est l'ensemble des lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé. Donc ça veut dire que là, le champ électrostatique dans ces zones où le tube de champ est large, ça c'est une idée fondamentale que tu dois retenir, il est plus faible, et quand les lignes de champ se resserrent, le champ augmente en norme. Donc on voit qu'au fur et à mesure qu'on progresse sur ce tube de champ, le champ électrique augmente en norme. Donc là j'ai dessiné des lignes de champ. Donc je reviens au modèle du doublet. Donc là on suppose que le couple a fait son effet et que le dipôle s'est aligné avec la ligne de champ sur laquelle il est.
et que donc maintenant il est soumis à des forces électriques alors qui ne sont plus opposées justement, elles ne se compensent plus totalement puisque le champ électrique ici ne vaut plus le champ électrique en N et il est plus grand puisque j'ai choisi de mettre P dans la zone où le tube de champ se resserre, donc la norme de E en P est plus grande que la norme de E en N. Alors regardons un petit peu, là aussi on est obligé de travailler en projection sur X et après de voir ce qui se passe sur les trois axes. Donc ce dipôle, sa résultante sur X, c'est la somme des forces qui s'exercent en P et en N, la somme des forces électriques. Et là, cette fois-ci, dans la soustraction, on a bien fait de faire notre développement limité à l'ordre 1 sur le champ scalaire EX, puisque ces termes-là vont se compenser. Et donc, on va pouvoir faire la même manip que d'habitude, mettre en facteur ici gradient appliqué donc au champ scalaire EX. Je te rappelle qu'un gradient, c'est uniquement sur un champ scalaire et pas un champ vectoriel. Voilà pourquoi tu ne peux pas travailler sur E en vecteur, mais qu'il faut projeter sur X, Y et Z. Et donc, on voit qu'on reconstitue le moment dipolaire P, donc Q fois NP. Et donc, globalement, on peut fabriquer cet opérateur P scalaire grade appliqué au champ scalaire EX. Et pour généraliser donc cette formule, alors ça c'est une écriture très très compacte, mais il faut bien comprendre ce qu'elle signifie. Donc c'est un petit peu pour ceux qui font de la mécanique des fluides, comme le V scalaire grade, l'accélération convective appliquée à V. Donc dans un champ électrique non uniforme, il y a une résultante des forces. Alors on le voit qualitativement ici, vu que cette force est plus grande en P, elle tend à aligner, à attirer le moment dipolaire vers les zones de champ intense, là où le tube de champ se resserre. C'est l'effet qualitatif de cette force. Alors au-delà de sa forme mathématique et finalement assez compliquée, je t'encourage à connaître son effet par un raisonnement simple, ici en raisonnant sur un tube de champ. Donc cette force tend à attirer le moment dipolaire vers les zones de champ intense. Alors si tu as à utiliser cette formule-là, comment est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu peux simplement préparer, comme je dis souvent, l'opérateur P scalaire grade à part. Donc, qu'est-ce que c'est que l'opérateur P scalaire grade? C'est Px d sur dx plus P, alors je me place en coordonnées cartésiennes, plus Pz d sur dz. Voilà, tu fais formellement le produit scalaire de P avec nabla. Et donc P scalaire grade appliqué à E, cela signifie que pour fx, eh bien, on va l'appliquer à E. Donc ça veut dire que ici on va mettre EX, qui est un champ scalaire qui a priori dépend des trois variables x, y et z. Donc a priori, voilà, il peut y avoir tous ces termes-là. Et puis tu fais la même chose pour fy. Donc attention, l'opérateur P scalaire grade ne change pas, mais ce qui va changer, c'est la composante du champ électrique sur laquelle tu vas appliquer cet opérateur. Donc ça, c'est vraiment comme en mécanique des fluides pour l'accélération convective. Donc ici, on aura, attention, EY et ici EY parce que tu appliques l'opérateur P scalaire grade à EY. Et bien sûr, on aurait la même formule pour FZ où on mettrait ici EZ. Attention, donc c'est 3 fois EZ. Souvent, les étudiants se mélangent avec la divergence ici. Donc on a tendance soit à oublier ces termes-là, par exemple à mettre Pxd sur dx de Ex, bref, on fabrique des pseudo-opérateurs qui sont faux. C'est un peu la même difficulté que pour le Laplacien d'un vecteur par rapport au Laplacien d'un champ scalaire. Bon, on verra, il faudra que je fasse une vidéo complète sur l'utilisation de nabla pour que tu aies une vue peut-être synthétique et que tu apprennes à ne pas te tromper avec des règles simples sur tous ces opérateurs différentiels. Bref. On résume la situation. Un dipôle dans un champ extérieur uniforme est soumis à un couple qui l'aligne avec ce champ extérieur et par contre il n'y a pas de résultante. Il y a deux positions d'équilibre, une stable, une instable. La stable, c'est quand les deux vecteurs sont parallèles et de même sens. L'instable, c'est quand ils sont parallèles et de sens contraire. On l'a vu ça avec l'énergie potentielle moins P scalaire E. Et quand le champ est plongé dans un champ non uniforme, faiblement inhomogène ici, puisqu'on a fait quand même un développement limité à l'ordre 1, eh bien l'effet d'alignement est le même, mais en plus, donc le dipôle est attiré vers les zones de champ intense. Voilà ce qu'il faut que tu retiennes de tous ces petits calculs. Alors, dernière vidéo sur le dipôle, j'avais dit que j'en ferais 3, mais je crois que je vais en faire 4 parce que je vais parler de la polarisabilité.
et du modèle de l'atome de Thomson qui est un petit peu déroutant. Donc on va faire ça à part, parler de la polarisabilité. Et puis je voudrais encore faire également une vidéo d'électrostatique sur l'énergie de constitution d'un noyau atomique chargé positivement par adjonction successive de croûtes sphériques de charge venant de plus l'infini. Ça c'est un point un peu délicat du programme et je pense que ça mérite de faire une vidéo complète à part sur ce sujet-là. Donc voilà, écoute, on se retrouve très bientôt.